Bonjour, bonjour, bienvenue dans le studio des experts. On va passer à peu près 57 minutes ensemble pour passer l'actualité de la semaine en revue. Alors au menu, il y a du CST, du LVC, des DAB et un peu de violence contre des policiers et des pompiers sans sigle. Nous respectons donc les règles sanitaires, la preuve, mais en plateau, pas de masque. Par contre, on respecte les distances. 2 invités politiques et 2 experts. Tout d'abord, Pauline de Glume, journaliste à l'Écho, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et à ses côtés, Sylvie de Losberg, psystorienne, bonjour. Bonjour. Et présidente du Conseil des femmes, j'ai oublié, mais enfin, et aussi directrice locale. Enfin, elle a beaucoup de casquettes, mais là, elle est venue sans casquette. Elle est venue tête nue pour parler avec nous de l'actualité de la semaine. Alors, pas plus de 10 000 vaccinés par semaine. On n'a pas encore atteint l'objectif des 16 000 annoncés par Alain Marron. Dans la crainte d'une vague automnale du Covid-19, la région va mettre en place un Covid Safe Ticket. La Wallonie suit courant octobre, sans doute à la mi-octobre. Tout cela ne se fait pas sans mal. Le secteur culturel traîne des pieds. Certains estiment même qu'il serait plus simple de passer à l'obligation vaccinale pure et simple. Les culturels font donc de la résistance. Jean-Christophe Peuzès et Yannick Van Gansbeek. Le Théâtre 140, c'est une salle de 516 places. Actuellement, 343 peuvent être occupées avec port du masque et un siège libre entre chaque bulle. C'est cette jauge que la directrice voudrait pouvoir continuer à appliquer et pas le Covid Safe Ticket, qui est synonyme pour elle de stigmatisation et d'exclusion d'une partie du public. On a reçu des courriers de notre public nous disant si le 140 applique le CST, on ne viendra plus. Il y a toute une partie du public qui ne veut pas de ce CST. Et alors le problème des scolaires aussi. Ce CST, il est applicable dès 16 ans. Mais dans une classe, nous aussi au 140, on travaille énormément avec des scolaires. Dans une classe de 5e ou de 6e secondaire, certains seront vaccinés et d'autres pas. Comment on fait ? Ils viennent plus au théâtre. Leur désaccord, plusieurs institutions l'expriment dans une lettre envoyée au ministre. Parmi elles, le Cinéma Nova, le Théâtre La Montagne Magique, la Balsamine, le Rideau de Bruxelles et le Varia. Certains soutiennent le texte tout en sachant qu'ils n'auront pas le choix et devront appliquer le pass sanitaire. Mais d'autres, comme la Vénerie, s'interrogent encore quant à l'attitude à adopter. Ici, on réaffirme une fois encore que les salles de spectacle ne sont pas des lieux de contamination et l'on refuse d'être instrumentalisé. Aujourd'hui, on nous impose, ou on veut nous imposer le Covid Safe Ticket pour faire pression sur les citoyens pour que ceux qui ne soient pas vaccinés le soient. Or, il nous semble que ce n'est pas notre rôle et que si la volonté est d'obliger le citoyen, en fait, de faire pression sur le citoyen pour qu'il se vaccine, ayons le courage, qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout de leur opinion. Alors imposons ce vaccin une fois pour toutes, mais n'utilisons pas la culture en fait pour faire pression sur les gens. À cela s'ajoutent les difficultés pratiques pour réaliser les contrôles. À la Vénerie comme au 140, les équipes ne sont pas prêtes à assumer cette mission. Alors, y aura-t-il CST ou n'y aura-t-il pas CST, Pauline de Glume ? Ah ben là, on y est quand même oui. à Bruxelles. Non, il y a beaucoup de choses dans ce reportage, c'est étonnant. C'est beaucoup de choses qui sont perçues assez négativement. Il y a les termes faire pression, là où on pourrait se dire que le culturel, il pourrait même se voir comme un relais. On sait toutes les difficultés qu'on a à faire comprendre que le vaccin n'entraîne pas des problèmes. On a vu des croyances que ça atteignait la fertilité, tout ça. Donc en fait, il pourrait être... on a vu que voilà, les universités ont mis tout ça en place, les entreprises, tout ça. Pourquoi pas la culture jouer ce rôle de relais plutôt que de dire qu'ils sont instrumentalisés. Non, ils peuvent faire partie de cette chaîne qui se soude pour essayer d'augmenter ce taux de vaccination dans le bien de tous. Donc, c'est vu comme ça, c'était surprenant. Après, ils parlent de courriers qu'ils ont reçus de gens. On sait que les personnes qui veulent vraiment pas se vacciner sont assez actives quand même. La plupart des gens qui se font vacciner puis n'en parlent plus. Mais c'est vrai que celles qui sont dans un vrai refus viennent souvent en reparler, revendiquer ça, certains droits à la liberté et tout. Donc, je ne sais pas combien de courriers ils ont reçus, peut-être pas se laisser forcément impressionner par ça. Puis après, le reportage se terminait sur les choses à mettre en place pour contrôler ce Covid Safe Ticket. Ça, je trouve ça toujours très étonnant comme remarque parce qu'on n'est pas le premier pays en fait à se lancer là-dedans. Donc on a pu voir comment ça se passait ailleurs. Et en fait, c'est étonnamment facile. Et dans une structure comme une salle culturelle de spectacle où il va y avoir un contrôle de tickets à l'entrée, ça se greffe complètement dessus. On le voit dans les cafés en France, ça prend exactement 10 secondes de scanner chaque passe. Donc ça, je trouve que c'est un argument un peu pas forcément valide.
Sylvie Losberg, vous comprenez les réticences au Covid Safety Kit? Mais je ne les comprends pas dans la mesure où le Covid Safety Kit, c'est quand même plusieurs modes de protection de soi-même et des autres. C'est pas que le vaccin, hein. C'est un test PCR ou c'est une immunité de moins de 180 jours. Et donc je pense que les personnes qui ne veulent pas se vacciner et qui ont envie d'aller au spectacle, qu'ils fassent un test, voilà, et comme ça, tout le monde peut y aller sans qu'il y ait de problème. Je ne comprends pas très bien pourquoi la culture se mobilise alors que ce Covid Safety Kit, c'est quand même un éventail de possibilités où tout le monde peut se retrouver. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, moi je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas, même si je trouve que c'est pas mon opinion, mais je respecte cette opinion. Cela dit, l'objectif, c'est quand même aussi d'aller au spectacle sans se dire moi je vais aller contaminer des gens et je m'en fiche, quoi. Moi c'est ça que je comprends pas, c'est que c'est une maladie qui est grave et que pour d'autres maladies on n'accepterait jamais autant d'atermoiements, voilà. Et je crois que ça c'est un élément important. C'est vrai que de continuer à dire que ce ne sont pas des lieux de contamination, si, comme tout lieu fermé, moi, c'est très étonnant. Pour la première fois au théâtre cette semaine, je peux vous dire, il y avait des places entre les bulles, on avait tous notre masque, mais il faisait vraiment étouffant, il n'y avait pas d'air, quoi. Donc moi, je me suis dit, c'est un peu dangereux quand même. Alors à présent, on va accueillir nos deux invités politiques et ils donneront leur avis là-dessus. Deux responsables régionaux de parti de la Vivaldi. Par contre, ces deux députés bruxellois sont opposés à la région. L'une est dans la majorité et l'autre dans l'opposition. On les accueille. Alors Marie Lecoq, députée bruxelloise, coprésidente de la section régionale bruxelloise d'Écolo. Vous êtes toujours à Etterbeek? Et je viens de déménager à Anderlecht le week-end passé. C'est un scoop. Voilà. C'est un scoop. Marie Lecoq est à Anderlecht à présent. Ça veut dire que prochaine communale, Anderlecht, vous serez Je vais surtout candidat? d'abord m'installer et profiter de cette belle nouvelle commune pour moi. Très bien. Alors, David Lester, lui, il est de Watermal-Boisfort, il est député bruxellois, président de la régionale bruxelloise du MR et président du CPS de Watermal-Boisfort. Bienvenue. Bonjour. Alors, vous avez entendu ces réticences encore pour le Covid Safety Kit. Il n'y a pas que le secteur culturel qui soit réticent. Moi, je connais un président de parti au MR qui était réticent aussi, et même des députés bruxellois du MR qui étaient réticents. Et voilà, du côté wallon, le MR n'est plus réticent au Covid Safety Kit. Est-ce que vous avez changé d'avis, David Lester? Non, je dois reconnaître que c'est vrai qu'au sein du parti, il y a des débats là-dessus. Il faut être franc. C'est pas un débat qui est simple. Je crois que dans toute la société, c'est pas un débat simple. Il y a aussi eu un constat, c'est qu'en fait, on a pu faire le bilan et dans 84 entités locales, il y avait déjà, si vous voulez, des initiatives propres d'imposer le Covid Safety Kit pour toute une série d'activités ou pour toute une série de lieux privés ou publics. Il était donc nécessaire à un moment donné d'accepter d'avoir un cadre qui cadrait un peu l'imposition de ce Covid Safety Kit, en tout cas en Wallonie. Et à Bruxelles? Alors à Bruxelles, moi j'ai longtemps été opposé au Covid Safety Kit aussi parce que un de mes arguments était de dire si vous l'appliquez uniquement sur 19 communes, je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de sens et que l'Oreca wallon ou l'Oreca flamand n'était pas très très loin. Il y a aussi une opposition qui est plus philosophique, c'est vrai, où en tant que libéraux on a un peu du mal avec cette et là vous avez mangé votre chapeau, division de la société. On n'a pas encore, on n'a rien voté à Bruxelles. Alors, on vient de recevoir les textes. Et vous allez voter? On est en train de les analyser. Et donc il y a une chance que vous votiez pour? Non, je peux vous dire qu'on va déjà déposer toute une série d'amendements. On est en train de le faire, mais ça, je garde ça pour la semaine prochaine. Et puis voilà, au-delà, je crois qu'il faut pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ce débat sur le Covid Safety Kit et aussi entendre certains des arguments. Je suis moi-même vacciné, je prône la vaccination à 300%. Ma maman est à risque, je suis président de CPS, donc il faut le faire. Il y a plusieurs éléments. Un, ma crainte avec le Covid Safety Kit, c'est que... je l'ai remarqué quand tu vas à certains événements, une fois que on valide, et c'est vrai que c'est assez simple à faire, ça je suis assez d'accord, une fois qu'on valide, il y a un peu cette impression qu'on est libéré. Immunisé, un peu certifié. Et ça n'est pas une cape d'immunité, donc c'est un premier point. Deuxième point, c'est attention à ce que le Covid Safety Kit, singulièrement à Bruxelles,
n'exonère pas la COCOM ou autre de continuer une action extrêmement ambitieuse de vaccination là où on sait qu'il y a un taux qui est beaucoup trop bas. J'entends aussi toute une série de... Alors c'est facile de se retrancher derrière eux, mais de virologues qui ont quand même pignon sur rue depuis maintenant 1 an, aussi exprimer certaines réticences par rapport à cet outil-là. Donc on les relaie. Ok, mais pour être très terre à terre, en Wallonie, donc le MR est pour le Covid Safety Kit, et à Bruxelles, le MR votera contre. Non, en Bruxelles, je ne vous donne pas encore ce qu'on va faire parce qu'on est en train d'analyser les textes. On les compare avec les textes wallons. Il y a toute une série de points juridiques où on pense qu'il y a de grosses erreurs. Mais à un moment donné, si on se retrouve avec un texte qui est assez similaire à celui de la Wallonie, c'est quand même un peu compliqué d'avoir 2 lignes. Alors, Marie Lecoq, on a vu l'avis du MR, l'avis des colos, parce que parfois, ce n'était pas très clair de savoir si les colos étaient pour le Covid Safety Kit. On a eu l'impression que c'était le ministre-président Rudy Verwoerd qui forçait Alain Marron à aller vers le Covid Safety Kit. Et même Alain Marron a dit que ce serait que si vraiment les chiffres étaient désastreux. Or, les chiffres sont meilleurs maintenant. Est-ce qu'il y aura vraiment un Covid Safety Kit à Bruxelles ? Alors ça va d'abord dépendre de ce qui sera voté ou non au Parlement. Et ça, c'était quand même aussi un engagement démocratique dans le projet, de se dire il faut qu'il puisse y avoir un débat qui se passe au sein du Parlement, qu'on puisse entendre l'opposition. Sur le texte en question ici, on attend encore les avis de l'Agence de protection des données et du Conseil d'État. Et donc ça risque aussi de faire évoluer ce qu'il y a sur la table. Donc aujourd'hui, c'est difficile de répondre. Maintenant, c'est clair que c'est en tout cas l'objectif qu'on s'est donné. C'est de pouvoir faire de la gestion de risque. Donc, oui, donc vous soutenez ce texte. Ah, mais c'est plus qu'on le soutient. C'est votre bien texte. Bien sûr, c'est notre texte. Et donc, on l'a... Je veux dire, cette stratégie ne vient pas de nulle part. Alain Marron est ministre de la Santé. On a vu, alors il y a eu des débats et des questionnements sur est-ce que c'est le meilleur moyen ou pas. En tout cas, nous, on a estimé que dans le cadre des compétences de la région, avec ce qu'on était en capacité de faire, c'était la meilleure décision à prendre. Alors bien sûr, on reste, comme j'ai dit, ouvert à la discussion. Moi, je comprends que ça puisse poser question. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec plaisir ou avec bonheur. Ce n'est pas non plus avec plaisir ou avec bonheur qu'on est dans cette crise du Covid depuis autant de temps. Mais on a tous besoin d'un selon laquelle Écolo, à un moment, était peut-être pas très chaud, qu'il y aurait beaucoup une part de chez Écolo de gens qui seraient pas vaccinés, voire anti-vax, tout ça. Est-ce que du coup, au moment du vote, là, à Bruxelles, il n'y aura pas de surprise? On a vraiment qu'un groupe avec que des députés verts qui vont voter Pleinement, parce qu'en fait, cette petite musique, alors moi je regrette qu'on ait pris autant de temps là-dessus. Je constate que certains partis ont fait le choix d'inscrire leur énergie, leur temps, leur capacité de parole dans cette manière d'agir-là, plutôt que de se mettre autour de la table et de continuer à avancer pour une vraie stratégie. Moi, je pense qu'en gestion de crise, en fait, on a quand même une responsabilité collective qui est assez importante. Ce qui est certain, c'est qu'ici, c'est évidemment un projet qui est porté par toute la majorité, qui est mis en œuvre par notamment les services de la COCOM et donc les services qui dépendent aussi de notre ministre Alain Marron, mais avec clairement une casquette forte du ministre-président qui assume aussi l'ensemble de la décision. À quelles conditions ce Covid Safety Kit sera-t-il mis en vigueur? Parce que c'est ça la question. On en parle depuis 1 mois et demi. On a perdu peut-être un peu l'effet d'annonce en disant oui, mais il faut que les chiffres soient désastreux. Ils ne le sont pas pour l'instant. Quelle est la condition pour le Covid Safety Kit soit utilisé ou ne le soit pas? Donc il y a un certain nombre de chiffres, de critères qui sont utilisés et qui sont les mêmes en fait dans les autres régions et qui sont aussi utilisés au niveau fédéral. Donc ça, ce n'est pas différent pour Bruxelles. Mais par contre, là où nous on a voulu insister, c'est de dire il faut vraiment que le texte soit solide. C'est-à-dire qu'on a vu ici dans toute la gestion, on a parfois dû prendre des textes aussi dans l'urgence. Et donc on a voulu ici s'assurer qu'au niveau démocratique et au niveau juridique, ça allait tenir la route. Et comme je l'ai dit, c'est aussi un mécanisme qui va être évalué tous les mois. En fait, ça c'est ce que nous on propose, c'est que ce soit réévalué tous les mois. Et qu'en tout cas, ça ne puisse être décidé que pour une période de 3 mois, au bout de laquelle il faut que ça repasse obligatoirement par les parlements. Donc 3 mois et une évaluation mensuelle. Exactement. Donc c'est ça. David Lester. Oui, peut-être pour rejoindre en fait ici Mme Lecoq, il y a un élément qui est fondamental, c'est que l'instauration, l'implémentation de ce Covid Safety Kit doit être, d'après nous, extrêmement bien calibrée. Qui, que, quoi, comment. Et là, dans le texte, il faut voir en effet, est-ce que ces fameuses jauges sont si précises que ça? Nous estimons, en tout cas à première lecture, que ça n'est pas le cas, que ça laisse un peu trop d'ouverture, je dirais, au gouvernement de décider oui, non. Mais les critères, pour nous, sont encore beaucoup trop vagues, ça c'est 1. 2, ça doit être limité dans le temps. Ça doit absolument être limité là, vous êtes dans le d'accord temps. là-dessus. Parce qu'il faut faire attention. Vous savez, moi, je lisais ce week-end. Et alors là, c'est un débat qui est un peu plus philosophique, évidemment. C'est le débat sur la restriction de liberté. Et on doit être très attentif, je crois, dans le monde actuel par rapport à ces éléments-là. Mais c'est pas simple comme débat maintenant, en pleine crise.
Ça l'est plus tard, évidemment, quand on n'est plus dans une crise d'avoir ce genre de débat. Mais j'entendais ce week-end Pedro Facón, qui est le commissaire au gouvernement Corona, soumettre l'idée de pouvoir, pourquoi pas, utiliser aussi un pass lors de saisons de grippe un peu plus fortes. Là, je pense qu'on commence à ouvrir une porte qui devient tout doucement dangereuse, parce qu'alors, si vous avez une gastroentérite, on va aussi faire le pass. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais je veux dire, c'est ce qu'il disait. Donc voilà, c'est ça où... Lui, il voit ça en termes d'outils. Bien sûr. C'est là où nous, pas on l'aspect voit... politique. Et je prends toujours alors un exemple. Alors, c'est difficile, évidemment, c'est dangereux, évidemment, ici, de venir avec des exemples. Mais l'état d'urgence, par exemple, en France, qui a été implémenté il y a quelques années suite aux attentats, est toujours en cours. Vous voyez, le Patriot Act aux États-Unis... et il est toujours là, l'habeas corpus. Enfin, voilà, c'est tous des débats plus philosophiques qui sont difficiles à porter maintenant, hein, mais qui peut-être dans un an ou deux auront peut-être un peu plus de poids. Mais là, je vous rejoins. Et donc, on a quand même le comité de bioéthique qui a indiqué que la mesure devait absolument être temporaire et réévaluée, qu'il était inadmissible que ce soit nécessaire d'avoir un pass pour les hôpitaux, l'enseignement obligatoire, qu'est-ce qu'il avait mis aussi, les commerces d'alimentation. Donc, il y a quand même tout aussi... ce qui est essentiel. Oui, tout ce qui est essentiel. Et alors, effectivement, c'est vrai que quand on a une mesure d'urgence ou qui est un peu extrême et qui vient entraver des libertés fondamentales et individuelles, malheureusement, c'est souvent le cas. On ne revient pas en arrière sur ces restrictions de liberté. Et donc là, je crois qu'il faut être très... Dernière chose, l'autorité de protection des données a rendu son avis, qui n'est pas très... C'était hier matin, et il n'est pas du tout en faveur. On devra donc en tenir compte. Je suis d'accord d'un point de vue théorique, mais ce qu'en parler maintenant, c'est pas pour inquiéter, sachant que s'il y a vraiment des points sur lesquels le texte bruxellois, pour avoir lu l'avant-projet, est clair, c'est cela, quoi. C'est justement le fait que ce soit temporaire, c'est justement le fait que ça peut pas toucher des domaines essentiels. Donc est-ce que revenir avec ce débat-là, dans ce cas-ci, c'est hyper important d'avoir ces débats-là, mais les avoir en même temps, en effet, n'est peut-être de nature à faire croire qu'on essaye de faire passer quelque chose qui n'en est pas. Le texte est vraiment limpide, justement, sur ces plans-là. Autant pour les critères de déclenchement, d'accord, mais vraiment le truc de temporalité et de secteur essentiel, c'est limpide. Par contre, pour les critères à prendre, c'est vrai qu'ils sont mentionnés sans qu'on donne vraiment de chiffres, il me semble, et donc ça, je me demande comment ça va se... Ça fera partie du débat de la semaine prochaine. Une dernière question là-dessus, sur ce thème-là. Le danger, c'est que ça David devienne Lester, automatique. L'obligation vaccinale, parce que certains disent, pourquoi finalement on ne demande pas carrément l'obligation vaccinale, et ce ne serait pas plus simple. David Lester, pour ou contre? C'est justement, ça va dans le lien. Donc votre question est très bonne par rapport au pass. Merci beaucoup. Non, mais je veux juste une réponse. Si j'aurais des fleurs, je sors le pot après. Donc moi, je les ai sur ma chemise, les fleurs, ça me suffit. Oui. C'est ce sentiment, c'est aussi plus philosophique de dire, mais on vous laisse la liberté de vacciner, de vous faire vacciner ou pas, mais on va tellement corseter en fait vos libertés qu'en fait on vous oblige à vous faire vacciner. Pourquoi est-ce que pas imposer l'obligation? Là, je pense qu'en fait l'obligation vaccinale, comme ça peut paraître évident, c'est pas si simple que ça. Non, ça reposerait sur le même principe. Bien sûr. Oui, mais non, on ne va pas forcer les gens à recevoir une... J'ai pas terminé. Un vaccin. On va laisser terminer David Lester. C'est la première fois qu'il vient dans les experts. Je trouve qu'il faut le laisser. Il faut le laisser parler. Je voulais être là. Il faut le laisser parler. Il y a 3 pays dans le monde, je crois, qui ont fait l'obligation vaccinale. Oui, c'est genre Tadjikistan, Vatican, Turkménistan et le Vatican. Donc, à part le Vatican, pas encore. Les 2 autres, j'ai quand même un peu des doutes. Donc, parce que je crois qu'en fait, l'implémentation est assez complexe, ne fût-ce qu'en termes de sanctions, de suivi et autres. C'est vrai que c'est pas si simple que ça. Et donc, c'est vrai que nous, on vient avec ce terme qui est plus général, de dire vaccination généralisée, qui en fait cache derrière. Il faut qu'on atteigne un montant de 90-95%. Donc, et voilà, et après, vous l'avez bien dit. Mais après, et ça c'est aussi un point franchement où là je suis curieux de voir un peu ce que le gouvernement va faire, c'est en effet les chiffres ici, paradoxalement, sont meilleurs. Aujourd'hui, on avait des chiffres. Donc est-ce que malgré ça, vous allez quand même le faire ou pas? Vrai débat. Mais je voudrais que Marie Descoq réponde sur la vaccination obligatoire aussi. Mais c'est aussi parce que certaines voix, même chez Écolo, disent que c'est peut-être plus simple. Tout à fait. Et je dirais qu'à titre personnel, je suis presque pas loin de le penser dans une logique d'efficacité. C'est-à-dire, on se dit, voilà, est-ce que le fait d'avoir... Enfin, moi, je suis assez sensible à l'argument de dire l'État doit pouvoir donner un signal qui est clair et dire, voilà, si nous estimons effectivement que collectivement, c'est la meilleure des choses à faire, eh bien alors, peut-être que si le signal était plus clair, ça pousserait certaines personnes à aller se faire vacciner. Je pense que quand même, par contre, dans la réalité... c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce à quoi on fait face aujourd'hui, je pense qu'on y ferait face aussi, en fait, avec l'obligation vaccinale. Et donc, j'entendais dans le reportage précédent, je pense qu'on aurait, en fait, exactement les mêmes oppositions face à un principe d'opposition vaccinale. Donc, je crois que ça... Par contre, c'est un débat
qui doit pouvoir être mené et je crois qu'il va en fait continuer à être mené dans les semaines qui viennent, CST ou pas CST d'ailleurs. Je vous assure, ce débat, on le mène déjà depuis plusieurs semaines. Ici, dans les experts, il n'y a pas de problème. Alors, on va passer à un autre sujet, à ce problème de respecter les tenants de l'autorité. C'est peut-être pas si loin que le débat sur le Covid et les élites scientifiques et politiques. Il y a eu 5 policiers blessés à Molenbeek cette semaine, des pompiers qui ont été caillassés dans le quartier Versailles. Reportage lundi, Marine Guillet, Jim Moscovitch et Marjorie Fellinger, c'était à Molenbeek. Une policière au sol, inconsciente, 2 autres blessés au genou et à la main. C'est le résultat d'un contrôle qui a mal tourné. Les faits se sont déroulés ce matin à Molenbeek, à hauteur du carrefour de la chaussée de Gand et de la rue Alphonse van den Perebaum. Il s'agit d'un contrôle, pour ainsi dire, de routine, dans lequel 2 agents interviennent. Très vite, ils se disent que l'individu ne va pas obéir, qu'il a l'air agressif. Ils appellent du renfort et lorsque le renfort arrive, l'agressivité augmente au point qu'il blesse 3 policiers. Parmi les blessés, il y a cette policière. Elle a perdu conscience après être tombée sur la tête. Si les images sont impressionnantes, les nouvelles sont plutôt rassurantes. J'ai été voir les 3 policiers à l'hôpital, 1 heure après à peu près leur agression. Ils parlaient déjà, parce qu'il y a un des policiers qui avait perdu connaissance au moment des faits. Aujourd'hui, les bilans font que les médecins les autorisent à rentrer. Tous les 3 rentrent chez eux à la maison. Le suspect avait réussi à s'enfuir, mais des patrouilles ont été mobilisées pour le rattraper. Il a été arrêté et privé de liberté. Il est actuellement interrogé par la police. Voilà, donc il était appréhendé et maintenant il est sous bracelet électronique pour l'instant. Marie Lecoq, donc on a des cas de violence, hein, on a parlé des pompiers aussi caillassés. Le respect de l'autorité de l'État, est-ce que c'est toute cette histoire de Covid qui pousse encore davantage certains dans la population peut-être à moins respecter l'uniforme ou l'autorité ? Mais d'abord, surtout, je voudrais me réjouir de la situation de santé qui a évolué et qui a bien évolué pour les 3 policières qui ont fait face à la violence. Je crois que c'est vraiment le plus important. Alors, je ne sais pas si sur base de ce fait précis, particulier, il est opportun du coup d'en créer un débat généralisé sur la manière dont on perçoit l'autorité, etc. Moi, je ne le ferai pas. Je pense que par contre, ça pose un certain nombre de questions. Pas ce fait-là en particulier, mais c'est clair que nous, sur le terrain, avec nos bourgmestres dans les zones de police, on constate en effet un certain nombre de violences, que ce soit des usagers vers les forces de police dans ce cas-ci, ou l'inverse. Et ça pose des questions de confiance, en fait. Ça pose... des policiers violents à Forêt et à Ixelles, par exemple ? En tout cas, on a constaté, je pense que tout le monde a pu le constater dans la presse, à certaines reprises, il y a eu des faits de violence policière à Bruxelles, il faut pouvoir le dire, en fait. Et il y a des solutions par rapport à ça. Et ça, c'est le travail qu'on mène, nous, sur le terrain, avec nos élus locaux. C'est de pouvoir plaider pour investir dans la formation des policiers et des policières. C'est plaider pour avoir un réel financement des services de protection, pour avoir du matériel qui permet vraiment de protéger les agents et les agentes. Moi, je pense notamment à notre bourgmestre Christos Doutliridis à Ixelles, qui a fait aussi tout un travail là-dessus et qui a aussi reçu la ministre Verlinden suite aux événements qui avaient eu lieu en novembre 2020. Donc il y a aussi toute une rencontre qui a permis de faire émerger un certain nombre de solutions, mais aussi de dégager quelque part le constat qu'on ne peut pas juste se focaliser sur les services de police d'un côté. On doit pouvoir vraiment discuter avec l'ensemble des opérateurs qui sont dans les quartiers, que ce soit les maisons de jeunes, que ce soit... Vous avez raison sur les policiers, mais quand on parle des pompiers, par exemple, il y a peu de violence des pompiers sur les usagers en général. Donc pourquoi ceux-là se font caillasser voilà. Faire le constat qu'on vit en effet aussi dans une société qui peut avoir des accès de violence. Je crois que c'est une pente très glissante en fait de vouloir en tirer des conclusions globales, mais je crois que ça doit nous interroger en fait simplement de manière collective sur l'inclusion en fait de toutes et tous dans la société, sur la manière dont on protège les personnes qui sont engagées au jour le jour, au quotidien, dans la rue, pour protéger les citoyens et les citoyennes. C'est des vraies questions. David Lester, là-dessus ? 2 choses. Un, que j'espère, c'est que les 3 policiers et policières touchés s'en sortent en effet
en nettement meilleure santé et surtout psychologique aussi, parce qu'il faut retourner après dans la rue pour pouvoir tenter d'aider ceux qui en ont besoin dans ces quartiers-là. 2, il faut que la sanction soit exemplaire et rapide. Si ceux qui se sont permis de mettre à mal à ce point, je veux dire, les images sont quand même insurmontables, enfin, c'est dur à regarder. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'elles sont nombreuses, ces images, mais c'est juste un constat personnel. Si, d'ici peu de temps, ceux qui se sont permis de mettre à terre une femme policière sortent de prison sans sanction suffisamment exemplaire, je suis désolé, mais ça reprendra. Ça reprendra. Et donc là, on a un rôle, nous aussi, en tant qu'autorité politique et publique, de s'assurer qu'il y a un suivi rapide et C'est la justice, quand même, qui va décider. La justice, mais à ce niveau-là, je crois qu'il y a encore beaucoup trop de trous dans la passoire et que, malheureusement, on se retrouve avec un sentiment d'impunité, parfois trop fort, auprès de certains qui se permettent ce type d'acte. Pas uniquement auprès des policiers, maintenant, ça touche même les pompiers. Sylvie Losberg. Mais je voudrais qu'on prenne peut-être le problème dans un autre sens. Je suis assez d'accord qu'il ne faut pas en faire un élément exemplatif. On peut parler des violences policières d'un côté, la population de l'autre. Moi, ce qui m'a frappé dans le reportage et dans les faits, c'est quand même l'attitude de la population autour de ces policiers. C'est-à-dire on est à Molenbeek, qui a très mauvaise réputation, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui viennent aider les policiers, qui font les premiers soins, qui amènent de l'eau, qui aident à pourchasser l'agresseur. Et donc, je pense que c'est par là aussi qu'on peut sensibiliser les gens en mettant en évidence cette solidarité de la population par rapport à ces policiers et sortir un petit peu des caricatures. Et d'autre part, ce qui, moi, mais évidemment, ça c'est la présidente du Conseil des femmes qui parle, c'est l'excuse avancée par l'agresseur. Ah oui, j'étais en rupture sentimentale, du coup je prends mon cric et je tape sur une policière et je la mets par terre. Enfin, je veux dire, il y a quand même, on est là dans, vraiment je trouve, un moment où on doit pouvoir prendre la mesure de ce que ça veut dire. Et je trouve qu'effectivement, il y a des tas de gens qui sont agressifs, que ce soit avec les pompiers, les policiers, ce que vous voulez. Mais pour moi, l'important là-dedans, c'est de faire cohésion dans la société contre ces phénomènes. Et je ne pense pas que c'est par l'aggravation des peines ou mettre les gens en prison que ça va arranger quelque chose. Je crois que la réprobation sociale, le fait que cette personne-là qui habite le quartier se retrouve finalement accusée par ses proches et les personnes qui vivent autour de lui d'avoir donné cette image de ce quartier, etc., et donné lieu peut-être à des discours plus, je dirais, plus durs à l'écart de la violence, je pense que c'est plus utile. Je vais laisser la conclusion à Pauline de Blum. Chouette. Non, ben oui, je pense malheureusement ces faits-là ont toujours existé, et même gratuitement, au-delà de tout ce qu'il peut y avoir comme problème entre population et police et violence policière, parce que je me rappelle de mes premières années en journalisme local comme ça, où j'ai suivi plusieurs cas, c'est des bus d'Astib qui se faisaient caillasser. Donc là, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de violence exercée sur la population, donc c'était assez gratuit. Mais de toute façon, là, dans le cas de cet homme, ce que je trouve frappant, Sylvie a raison, c'est la minimisation, comme si, en fait, je m'interroge quand même sur, sans pouvoir le prouver, est-ce qu'il n'y a pas une tendance quand même générale à se dire maintenant dans nos sociétés, il y a moi, mes droits, et on ne doit pas me dire grand-chose. Et ça, je trouve que pendant le Covid, pour refaire le lien, il y a eu quand même des personnes, c'est notamment dans le cas de la boum, tout ça, où on disait quand même aux gens qu'il ne fallait pas rester là, qu'il ne fallait pas machin, mais on estimait que c'était notre droit, puis après quand ça se passe mal, c'est honteux, il y a des violences policières. Il y a un peu du mal à... c'est difficilement mesurable, hein, mais de savoir est-ce que maintenant on ne trouve pas ça un peu presque que ringard de répondre à une injonction d'un agent, on est un peu au-dessus de ça, quoi. Oui, et si donc vous là, allez ça demande répondre quand même une réhabilitation, en effet, de l'image et de la fonction de Maintenant, vous allez répondre à policier, mon oui. injonction d'agent présentateur ici. On passe aux têtes d'affiche et je vais vous proposer à tous les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité. Vous allez en choisir. On va commencer par vous, Marie Lecoq. Je vous propose Jules Bocarne, chanteur et poète wallon mort cette semaine.
Ou alors Sébastien Capo-Rousseau, élu designer de l'année par le salon intérieur. Paul Rusesabagina, le Rwandais inéquitablement jugé dans son pays. Ou Sarah Knafo, la conseillère proche d'Éric Zemmour, dévoilée par la presse People. Alors qui choisissez-vous? Julos, Sébastien, Paul et Sarah. Et je ne vous ai pas facilité la tâche. J'allais dire, j'ai rarement fait une sélection. Eh bien, non, mais je savais que... Eh bien, c'est une excellente question. Eh bien, évidemment, la caricature voudrait probablement que je choisisse Julius Boccarne. Générationnellement, moi, j'ai été moins inspirée. Oui, caricaturellement, parce que vous êtes wallonne, Marie Lecoq, au départ. Exactement, voilà. tout à fait. Voilà, tout à fait. Mais voilà, je ne vais peut-être pas le choisir lui, parce qu'en fait, je dois dire qu'il m'a peu inspiré, moi, dans ma vie. Il ne vous dit rien au niveau générationnel, c'est ça, en fait? Eh bien, je dois bien avouer que du haut de mes 30 ans, probablement moins que d'autres... d'autres chanteurs. Voilà. Mais du coup, je choisirais peut-être, en effet, la nécessité d'avoir dans un certain nombre de pays une autre manière de faire de la politique qui soit plus citoyenne et qui fait tout à fait le lien avec les actualités que nous avons votées au Parlement bruxellois, pas plus tard que cette semaine, avec notamment un hommage à Denis Mukwege, qui est ce médecin congolais qui est notamment actif aussi dans la question des violences au Kivu. On a beaucoup parlé, mais on parlait moins de Paul Rusesabagina, qui lui tenait l'hôtel Rwanda et qui était condamné au Rwanda dans un procès inéquitable d'après les autorités belges et beaucoup d'associations qui le défendent. Alors, David Lesper, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Issa Nawash. On s'est rendu compte cette semaine que la Sûreté avait mis 1 mois à sortir sa note la concernant. Olivia Colman, victorieuse aux Emmy Awards dans son rôle dans The Crown. Wout van Aert, la médaille d'argent en répétition qui joue l'or aujourd'hui au championnat du monde. Ou Mehdi Amri, un champion de freestyle qui a ouvert son académie à Laken. Donc le freestyle, c'est le pana. C'est les acrobates de football. Qui choisissez-vous? Issan, Olivia, Wout ou Mehdi? J'ai toujours voulu gagner le Tour de France. Hein, et donc, je faisais des courses à vélo quand j'étais enfant. Et j'ai même couru avec Philippe Gilbert. Je ne sais pas si vous voyez un peu... Pas mal. Enfin, je faisais les 200 premiers mètres avec lui. C'était fini. Et donc, jusqu'à mes 18 ans, au moment où il fallait faire un choix entre sport professionnel ou études, je faisais tous les week-ends des courses à vélo dans les kermesses. Mais j'étais pas bon. En fait, j'avais pas de talent. J'étais vraiment pas bon du tout. Mais je continue à être un grand fan de vélo. Et donc... je suis le vélo de très très près, j'adore ça et donc je vais regarder ce week-end. Mais en fait, entre Wout van Aert et Remco Evenepoel, mon cœur balance plus pour Remco, mais je ne sens pas un grand enthousiasme ici autour de la table. C'est pas lui le favori. Mais s'il n'y avait pas eu Wout, j'aurais pris alors l'actrice de The Crown parce que je suis un fan d'Angleterre. Vous ne pouvez pas en choisir 2. Okay, parce que je vais vous parler d'une autre qui n'est pas dans les 4, de Françoise Kepmans. On a appris que c'était... celle qui, une des rares encore députées qui cumulait avec un poste d'Eschwin à Molenbeek. Et qu'est-ce qui s'est passé au sujet de Françoise Kepmans au MR? Vous avez décidé quand même de lui demander de faire un pas de côté pour la direction du groupe? Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est très important. Françoise Kepmans est une personnalité capitale. D'abord pour Bruxelles, pour Molenbeek, on l'a vu ici. Donc elle doit garder les deux mandats. Oui, au moins, mais c'est fini. Et pour le parti. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. Ça, c'est 1. 2, on vient de voter des statuts. On nous a reproché pendant toute la préparation de ces statuts que potentiellement le mandat du président national passerait de 4 à 5 ans dès maintenant. Et que donc il prolongerait son mandat d'1 an, d'un coup comme ça. Puis quand on a expliqué non, ça reste 4 ans et ce sera pour le prochain, ce sera 5 ans. Ah ok, chouette. Par contre, ici, pour une clause un peu plus loin, où on dit désormais, il faudra le décumul pour ceux qui ont un poste d'exécutif dans une commune de plus de 50 000 habitants et qui sont également députés. Ça, par contre, ça peut s'appliquer dès maintenant. Il y a quand même un élément aussi, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à démissionner. Si tu es élu échevin ou député, c'est ton choix personnel de rester ou pas. Nous allons par contre quand même nous mettre autour de la table avec Françoise parce qu'elle a d'autres responsabilités pour tenter de se rapprocher d'ici à 2024 davantage des statuts que l'on vient de voter par rapport à ses autres responsabilités. Quoi, c'est elle qui est chef de groupe en communauté française? Elle est chef de groupe à la communauté française. Ça pourrait être cette casquette-là, par exemple. Elle est aussi présidente de la section à Molenbeek, qui est très important. Et voilà, il y a toute une série. Donc oui, c'est sur la table et ça fera l'objet de discussions avec elle en tout cas. 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé. David Lesser, c'est vous qui commencez. On va voir si ça vous énerve. Les anti-2010.
un hashtag qui a fait florès dans les écoles en France, LN24 qui est à vendre, l'ancien top du club d'Anderlecht inculpé, la France qui est brouillée avec l'Australie, ou davantage de journées sans voiture. C'est une demande qui est notamment encore surgie dimanche dernier. Et je dois choisir quelque chose qui vous a soit énervé, soit ravi. Et ça a disparu. Un seul. Ce qui m'a énervé. C'est plutôt des choses énervantes. Oui. Enfin, a priori. Anti-2010, je l'ai loupé. En fait, si ce hashtag c'est pas grave, c'est pas grave. Ne parlez que de ce que vous... Vraiment. C'est pas vraiment un énervement, mais quand même un peu. C'est LN24 à vendre. Parce qu'en fait, voilà, désolé, on est sur une chaîne. Mais quand même, je trouve qu'ils font quand même un chouette boulot. Ils essayent de faire un max et c'est pas simple pour eux. Et c'est compliqué. Et donc, en fait, on met davantage ici le focus en début de semaine sur leurs difficultés financières, la recapitalisation et autres, que sur tout le travail qu'ils essayent de faire pour apporter une autre. Une option supplémentaire en termes d'options médiatiques. Et je crois qu'il faut les soutenir. Donc si je peux un tout petit peu les soutenir sur BX1, je suis sûr que je m'en voudrais pas. Très bien. Non, moi, je vous en veux pas, en tout cas. Faites ce que vous voulez. Vous, Marie Lecoq, qu'est-ce que vous choisissez? Vous ne choisissez pas le même sujet que David Lester, mais un des 4 autres. Mais je serais aussi partie sur l'N24, donc je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais en effet, ça me semble important d'avoir une pluralité de presse également. Mais sinon, eh bien, mais oui, il y en a un simple, mais du coup, c'était aussi un de mes 2 coups de cœur. Voilà. Non, mais quand on est Anderlechtoise, on doit penser au club de foot de sa commune. C'est vrai. D'ailleurs, il y avait match hier, avant-hier, oui. Et je l'ai entendu de mon jardin, parce que je suis juste à côté. Vous n'êtes même plus obligé d'aller au stade, c'est merveilleux. Voilà, exactement. Eh bien, je dois bien avouer que je n'ai pas absolument pas suivi l'actualité du club, mais par contre, le fait qu'il puisse y avoir un suivi juridique, ça me semble être quelque chose d'intéressant, et comme ça, je peux garder mon coup de cœur pour... Voilà, grand suspense pour plus tard. Voilà. Non. Moi, je voudrais vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler de l'Arc de Triomphe. Alors, c'est pas à Bruxelles, c'est à Paris, emballé par Christo et Jeanne-Claude de manière posthume. On va voir quelques images, d'ailleurs, normalement. Vous avez vu à quoi ça ressemblait, bien emballé. Est-ce que vous savez qu'à Bruxelles, il y a aussi des choses emballées qu'on n'a pas attendu Christo pour emballer des choses à Bruxelles. Regardez. Donc, on emballe des balcons, avec beaucoup de talent d'ailleurs, c'est très très beau, très original. On emballe aussi des photos. Bon, c'est moins joli, c'est avec du sac poubelle, évidemment, mais on emballe aussi des façades. Et donc, il y a des cristaux qui ne se connaissent pas encore à Bruxelles, ils s'ignorent, mais je trouve que ça valait la peine de le souligner. Il y aura peut-être moins de monde à l'Arc de Triomphe, mais vous aussi, allez voir ces superbes emballages, notamment au Vismet. Ils sont très jolis. Et là, finalement, le plus réussi, c'est celui de la Bourse. Évidemment. Voilà, ça c'était juste moi ce que je voulais dire. Alors, que feront les plus réticents et les plus âgés quand il n'y aura plus de distributeurs de billets, ni même de guichets de banque? Eh bien, on y est presque. Les 4 principales banques vont installer des distributeurs de billets, les fameux DAB neutres, et ils vont surtout en supprimer encore davantage. Bernard Denuy et Nicolas Skénard sont enquêtés. Voici le premier distributeur bancaire neutre. Habillé d'un esthétique noir, aucune banque n'est assimilée à la machine. Et pour cause, ces nouveaux distributeurs sont à l'initiative des 4 grandes banques belges regroupées dans le projet Bateau-Pain. L'objectif est d'optimiser l'accès au cash. Il s'avère qu'aujourd'hui, l'accès au cash n'est pas optimal parce que certains distributeurs, par exemple, qui font partie d'une banque en particulier, sont regroupés autour, par exemple, d'une seule place, avec plusieurs agences, et ne sont peut-être pas forcément positionnés aux bons endroits, là où les gens en ont besoin. À l'horizon 2024, Bateau-Pain souhaite installer 2000 nouveaux distributeurs neutres, accessibles à tout citoyen, dans un rayon de 5 km. Mais le projet
pourrait signifier la fermeture de nombreuses agences bancaires, dont les 6000 distributeurs qui y sont actuellement associés. Une mauvaise nouvelle pour le consommateur, selon Testachat. Aujourd'hui, on parle quand même de la diminution de plus de la moitié des distributeurs de ces 4 grandes banques. On sait que l'accès au cash est déjà compliqué aujourd'hui. Et donc, nous estimons que nous n'avons pas toutes les garanties sur la table pour être sûr qu'on ne mette pas en péril un accès aisé et gratuit au cash. Selon Batopin, la réduction du nombre d'agences est justifiée. Le paiement électronique serait devenu plus simple et plus populaire que jamais. Auprès des consommateurs, les avis divergent. L'électronique est plus sain, disons, moins de manipulement d'argent qui va de main en main. On l'a vu avec le corona. Les banques, elles nous roulent dans tous les sens. On doit tout faire soi-même, on paye pour ça et on n'a plus aucun service. Je suis désolée, c'est comme ça. Et c'est la même chose avec les distributeurs. Testachat déplore le manque de transparence et de concertation du projet. L'association de défense des consommateurs redoute qu'une tendance se dessine pour faire payer les retraits, alors que la majorité des Belges souhaitent garder la possibilité de retirer du liquide gratuitement. Alors on se plaignait déjà qu'il y avait des endroits de Bruxelles où il était difficile de trouver des distributeurs. Apparemment, ça ne va pas s'améliorer. Dans le centre-ville, hein, où il y a parfois ces distributeurs, là près de la Grande Place, où il y avait des files de dingue. J'ai quand même malgré tout l'impression que ce projet-là, même s'il faut le suivre de près, a un moindre mal. J'ai le souvenir d'une mobilisation très très forte à Olivier-Saint-Pierre, où c'est une population assez âgée autour du Parvis Saint-Alix, je pense, et vraiment un coup de pétition. Et les chevins, un écolo, Antoine Bertrand, c'était vraiment fort mobilisés, et ils ont contacté la banque plusieurs fois. Ils n'ont pas laissé cette banque partir comme ça. Enfin, ils ont vraiment été derrière et tout, et ils n'ont rien voulu entendre. C'était dans leur plan. Et le fait que toute cette population aille à ce distributeur, les jours de marché, tout ça, tous ces arguments n'ont pas servi. Donc je pense que les banques, elles sont de toute façon dans cette logique de réduction et on ne les arrêtera pas. Donc au moins cette mise en commun de se dire ils font ce réseau neutre ensemble qui permettrait d'assurer un maillage minimal. Ben, vu la dynamique qui était en cours, en fait, je pense reste une solution, même si elle comporte des défauts, et qu'il faut suivre cette histoire de coûts de retrait. Est-ce qu'il n'y a pas un abus un peu des banques, David Lester, quand même, de profiter de leur position et d'oublier quand même toute une partie de la population? Vous qui êtes président du CPS, oui, je pense que connaître cette problématique. En fait, le plus important ici, c'est qu'on touche une nouvelle fois aux plus faibles, en fait, parce que c'est à la fois les personnes âgées ou les plus précarisées. Moi, ça me gêne profondément. Et donc, qu'il y ait une meilleure répartition, un meilleur quadrillage, ok. Maintenant, si c'est une excuse pour couvrir une diminution de l'offre, là, on a un problème. Je pense que nous aussi, autorités publiques, on doit se regarder dans le miroir. Moi-même, dans ma commune, on a à une époque voté des taxes sur les distributeurs de billets. Et je sais que beaucoup de communes le font. Et donc, à un moment donné, on doit aussi réfléchir à ça. Est-ce qu'on ne doit pas aussi inciter d'une certaine manière à s'assurer que sur notre territoire local, il y ait suffisamment d'offres bancaires, parce que ça, c'est presque une offre. Je veux dire, moi, si vous retirez le distributeur de billets qui est tout près d'où habite ma petite maman, il y a un gros problème, quoi. Je ne sais pas comment elle va faire. Est-ce que c'est justement pas un service public, finalement, Marie Lecoq, d'avoir un distributeur de billets? Mais totalement, et c'est exactement ce point-là que j'allais amener, c'est qu'en fait le service bancaire, c'est un service en fait dont on a besoin. Et alors dans le projet qui est présenté ici, oui, j'entends l'argument, en effet, ça peut avoir du sens de se dire, on se groupe et on réfléchit à un maillage qui permet, en effet, d'avoir une proximité régulière des distributeurs. Sauf que ce qui est mis dans le plan, c'est 5 km. Oui. 5 km, c'est énorme. Donc imaginez juste à Bruxelles, je ne sais pas, la commune de Saint-Josse par exemple, voilà. Ça c'est la première chose. Donc le maillage en fait ici ne répond pas du tout aux distinctions qu'on peut imaginer dans la géographie et l'urbanisation des territoires. Et le problème c'est que ces machines sont en fait seulement des distributeurs de billets. Donc on oublie toute la question des virements par exemple, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces virements deviennent payants puisqu'il faut trouver une autre solution pour les faire, et donc en fait on fait de nouveau payer en plus aux usagers et aux usagères pour un service qui en fait normalement est de la couverture de base des banques, quoi. Parce qu'en réalité, ça coûte rien si on a une application. Le problème qu'on a plus alors à Bruxelles, mais pas qu'à Bruxelles, c'est celui de la fracture numérique. Et c'est plus ça. Parce que le problème que vous évoquez, si finalement tout le monde est capable de, sur son ordinateur ou quoi, faire les choses, ce n'est plus un problème. Mais là, alors, on doit d'abord largement le régler, parce qu'en région bruxelloise, il est vraiment super fort. Et c'est via Actiris qui avait des chiffres super intéressants à ce niveau-là, parce que sur leurs demandeurs d'emploi dans des communes où il y en a pas mal,
ils avaient vu, je crois que c'était jusqu'à 15%, notamment en Molenbeek, de personnes qui n'avaient même pas d'adresse mail. Donc là, en effet, demander à ces gens d'avoir une application mobile pour faire des virements sera compliqué. Et donc c'est aussi sur ce biais-là qu'il va falloir travailler pour faire rattraper ce retard à des populations et qu'elles ne soient pas exclues. Parce qu'au-delà des banques, on le voit bien avec les Covid Pass, tout ça, de toute façon, on ne sait plus se passer presque plus se passer de toutes ces technologies. Sylvie Losberg. Mais je dirais, la première chose, c'est le rapport à l'argent. L'argent qu'on va chercher au distributeur, c'est son argent. D'accord. Donc, en fait, on n'a plus accès à son argent. Comment vous faites s'il n'y a pas de distributeur tout près? Vous devez faire 5 km, c'est long. Et en plus, je trouve qu'il y a l'autre élément qui est... C'est quoi une banque? Une banque, vous mettez de l'argent, c'est votre argent, vous allez le chercher, vous parlez à quelqu'un, vous expliquez. Non, maintenant, c'est fini. On ne parle plus à personne. Il faut prendre on a rendez-vous. sa carte. Attendez, prendre rendez-vous. À quelle agence, hein? Parce que je peux vous dire que les agences disparaissent les unes après les autres. Donc je trouve que c'est aussi une réflexion sur quelle société est-ce qu'on veut. Ça va plus vite. Hein? On est tout seul avec son boîtier, on parle à personne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. Je trouve que c'est vraiment une société qui, non seulement vous prive d'un accès à votre bien, et je trouve ça vraiment inadmissible, personnellement, et deuxièmement, aggrave les maux que sont l'isolement et la fracture sociale. Et sur cette question bancaire, il y a eu une étude par rapport à la fracture numérique de l'ULB de la VUB en 2020. 4 Belges sur 10 âgés de 16 à 74 ans, c'est-à-dire environ 3 millions de personnes, risquent de voir leur environnement social et quotidien se dégrader par manque d'accès optimal à Internet. Et ce n'est pas seulement les personnes âgées, c'est d'autres personnes qui n'ont pas l'outil qui est up-to-date pour faire telle opération ou telle autre. Donc je trouve que là, on est vraiment en plus... Le service bancaire est nul, quoi. Franchement, c'est nul. Et je ne comprends pas comment l'État, à un moment donné, ne reprend pas la main sur quelque chose qui c'est indispensable d'avoir accès à son argent. Donc moi, je trouve ça, c'est très grave. Alors s'il y a un meilleur maillage, tant mieux. Mais 5 km, bonjour, 5 km à pied, c'est loin. Ça ne sera pas un meilleur. Enfin, moi, c'est ça que je disais moindre mal, tout ça, c'est parce que de toute manière, ils allaient tous diminuer, ils en étaient décidés, et que c'est au moins en se mettant ensemble... Eh bien, merci de venir avec d'aussi bonnes nouvelles, Pauline de Glume. On va passer maintenant à un autre dossier, toujours pas l'ombre d'un RER autour de Bruxelles, ça on sait, mais toujours pas l'ombre non plus d'un plan taxi. C'est le ministre-président Vervoort qui a pris le dossier en main, il y a bras-le-corps, mais toujours rien. Et pendant ce temps-là, cela se tend entre limousine et taxi. Marie Lecoq, vous qui êtes dans la majorité, est-ce que vous voyez ce plan taxi, Sœur Marie, voyez-vous à distance ce plan taxi arriver? Il arrive, il est en discussion, il est en concertation. Alors, il ne roule pas encore. Et justement, pour qu'il roule bien, il faudra continuer à en discuter avec les secteurs. On peut avoir on peut facilement dire ce dont on rêverait pour une multimodalité à Bruxelles, pour les services taxis, etc. Ça devient évidemment beaucoup plus compliqué dès qu'on arrive dans la technique. Et donc, je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'on va discuter de ça aujourd'hui, mais en effet, un certain nombre de petits éléments techniques viennent vraiment quelque part complexifier le plan, là où on peut simplement dire, par exemple, pour nous, notre objectif est très très clair. Il s'agit à la fois de pouvoir rassurer, protéger les chauffeurs, assurer un statut qui soit unique, et puis il s'agit d'avoir un service de qualité pour les usagers et les usagères. Alors, avec ça, à la fois, vous ne parlez pas de taxi, ni de Hitch, ni de Uber, vous parlez juste des usagers et des chauffeurs en général. C'est ça, je vous ai bien compris. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les règles doivent être les mêmes. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de permettre aux Bruxelloises et aux Bruxellois de se déplacer facilement dans la ville, avec cet esprit de multimodalité aussi, de permettre à des personnes éventuellement de choisir de ne pas avoir de voiture parce qu'elles savent qu'elles ont d'autres alternatives et qu'à certains moments, elles peuvent se faire conduire d'un point A à un point B. Et quelque part, finalement, pour les usagers et les usagères, que ce soit un taxi, que ce soit un Hitch ou un Uber, la question n'est pas tellement là. Par contre, au niveau politique, la question est fondamentalement là en termes de protection sociale, en termes de sécurité dans les véhicules, etc., etc. Et en termes de formation, par exemple, aussi des chauffeurs, en termes de féminisation du secteur, c'est aussi une question qui se pose. C'est vraiment pas audible de dire que c'est des complications techniques, parce que là, on fait comme si on était super pressé par le temps, mais ça fait des années que ce plan doit être fait. Il y a eu 3 versions et tout ça, donc... Dire que maintenant on buterait sur des éléments techniques. Il y a eu des études sur la rentabilité du secteur taxi, il y a eu une étude commandée à Ginny Lloyd pour dire ce qu'il fallait faire pour unifier le secteur. Enfin,
Vraiment, là, ce qui manque, c'est pas de trouver des solutions techniques, c'est d'avoir un gouvernement qui se décide et qui amène son plan. Et que vous soyez tous d'accord aussi. Apparemment, l'accord au sein du gouvernement n'est pas évident. Il y a en tout cas des options qui sont différentes sur la table, ça c'est clair, ce n'est pas un secret, je pense que ça a été aussi évoqué. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord, donc oui, ça a pris trop de temps et ça je crois que ce n'est pas un scoop de le dire ou que je puisse assumer ça. Pour autant, ce n'est pas une bonne raison pour faire un mauvais plan avec lequel personne n'est d'accord et dans lequel personne ne se retrouve. Oui, mais aujourd'hui on n'a pas de plan du tout, et c'est pas meilleur qu'un mauvais plan. Donc il va arriver puisqu'il est en discussion et en concertation. Ça veut dire combien de temps? Qu'est-ce que vous prévoyez quoi? On parle en semaines, en mois ou en années? Je dirais qu'on parle en mois. En mois. En mois. C'était prévu pour cet été. C'était prévu avant les vacances. C'était prévu en juin. Alors, David Lester, qu'en pense l'opposition? Je crois qu'il faut mettre les bons mots sur ce dossier. Il y a en fait une volonté politique de certains de défendre un secteur par rapport à l'autre et de ne rien lâcher pour leur secteur par rapport à l'autre. Si on met les bons mots... J'y arrive. Okay. La décision qu'a prise le ministre-président en début d'année d'imposer l'implémentation d'une loi qui date de 95, il y a un moment quand même, et que sur la base de cette loi-là, tous ceux qui conduisent un Uber, un Hitch, je généralise, un Uber, Hitch, etc., LVC, ne pouvaient plus conduire. En gros, c'est ça. Du jour au lendemain, c'est comme si vous avez mis plus ou moins deux... Il y avait eu un jugement. Voilà. Mais qui était en appel. Et donc, il y avait quand même encore, une marge pour dire on peut attendre au minimum l'appel ou le résultat final. Au minimum ça, parce que sinon, c'est du jour au lendemain 2000 personnes qui se retrouvent à la rue, qui ne peuvent plus conduire. Si je force un peu le trait. Et en même temps, s'ils ne préviennent pas et que ce jugement devient exécutoire, c'est encore plus du jour au lendemain, parce que ce n'est pas Uber qui va prévenir ses sûr, mais comme vous l'avez très bien collaborateurs. dit, donc ça a été début d'année le coup politique pour dire je fais plaisir à mes amis les taxis. Moi, j'ai rien contre les taximens. Je pense qu'on doit trouver un statut unique, faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Et je crois que c'est pas si compliqué que ça en fait. Mais pour ça, il faut accepter de faire une petite ouverture des deux côtés. Je crois que quand j'écoute la conférence de presse cette semaine de Uber et autres, on voit bien qu'ils sont prêts à faire des ouvertures, on voit bien qu'ils sont prêts à tordre le bras de certains de leurs fondamentaux. Ils sont prêts à ça. Mais il faut le faire. Parce qu'ici, ça date de 95, cette loi, et on est une des seules. On est la capitale de l'Europe. Est-ce que c'est vraiment en Europe où, et j'ai encore 2 points à dire, je vais les dire, est-ce que c'est vraiment, très vite, est-ce que c'est vraiment en Europe où on voudrait avoir la seule capitale où on n'a pas comme ça un service de mobilité partagé qui soit le plus ouvert possible avec Uber et des taxis, ça c'est un. Et 2, on est quand même dans une transition en termes de mobilité dans cette capitale, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je pense que les taxis, le secteur Uber, LVC et autres sont une des options, sont un des outils entre autres pour une certaine jeunesse pour justement avoir une mobilité qui est la plus répartie, multimodale. J'ai l'impression que vous étiez plus ou moins d'accord là-dessus. Sylvie Losberg. Oui, donc moi je ne connais rien du tout à ces questions de mobilité, mais quand même, je me suis un peu renseignée et donc j'ai pris un taxi. Et je discutais avec mon chauffeur et il me dit « Ah mais moi je suis pour la même couverture sociale pour tout le monde, Uber, Hitch, etc. Ça ne mange pas mon quotidien, ça fait 10 ans qu'il fait le taxi. » Il m'a dit « Ce qui est problématique, c'est que nous, on doit passer des examens et que ceux qui ratent ces examens, c'est eux qui deviennent les chauffeurs Uber, Hitch, etc. Donc ça, c'est pas normal. Mais il dit, ils doivent pouvoir manger et c'est difficile pour eux. Il dit, c'est vraiment, Uber prend beaucoup de pourcentage, etc. Il devrait devenir ministre de la mobilité, ce monsieur. Et troisièmement, il disait qu'il y avait un effet positif à cette concurrence. Et ça, moi, je l'avais remarqué parce que je prends quand même pas mal les taxis. C'est que quand il y avait Uber qui fonctionnait, je peux vous dire, les taximens, ils étaient beaucoup plus gentils, les taxis étaient beaucoup mieux entretenus. Et d'ailleurs, c'est ce que me confirmait ce taximan qui me disait, dans les réunions avec les centrales de taxi, ils ont été obligés d'acheter des nouveaux véhicules, d'améliorer la propreté des poussés dans le dos par voilà. Uber. Et donc, je pense que les éléments... fonctionne bien maintenant. Voilà, et il disait aussi, maintenant il a une appli, il ne doit plus avoir la radio, le truc, le machin, donc il était très content. Et il dit, il faut absolument qu'on harmonise tout ça. Juste corriger une chose, Uber existe toujours, Bruxelles, oui, ça fonctionne toujours. Je ne sais pas, je ne crois pas. Mais... David Lester. Attendez, ou alors je me trompe, mais s'ils appliquent ce que le ministre-président a décidé en début d'année, je dirais à tout moment, si je comprends, ils peuvent avoir des contrôles et pouvoir retirer leur
Oui, parce que là, c'est juste que c'était pas exécutoire dans l'attente de la question préjudicielle à la. Mais comme il y a des contrôles toujours en cours... Si je peux dire juste une petite chose, c'est le problème aussi qu'on n'a pas les mêmes règles en Flandre qu'à Bruxelles et en Wallonie, et donc les taxis ne peuvent pas aller chercher quelqu'un en Flandre, donc il faut harmoniser tout ça. Dans le taxi, j'ai souvent entendu ce discours-là aussi, donc c'est quand même intéressant de voir que dans la base, il y a quand même des gens qui sont prêts à ouvrir, et je pense que leurs arguments sont bons. Il y a aussi quand même l'épée de Damoclès que j'entends de conducteurs, taxi Uber, LVC autres, qui disent nous on a quand même peur du contrôle à tout moment ou du renforcement des contrôles et que du jour au lendemain on perd ce job. C'est pour ça que j'entends que ça va prendre des mois. Je crois que vous devez mettre le paquet, que ça doit aller beaucoup plus vite en fait. Merci pour cet échange qui finalement est très, très constructif. On va terminer avec nos coups de cœur. Pauline, on commence par vous. On ne pourra pas l'illustrer, mais vous vouliez parler des jardins de l'hospice. Mais oui, s'il fait beau ce week-end, j'irai au jardin de l'hospice. C'est vrai que le nom ne fait pas très envie. Moi, j'aimais déjà bien aller dans ce coin. C'est vers l'église du Béguinage et ce bâtiment m'avait toujours intriguée. Et donc là, ils l'ont ouvert cet été. Ils ont aller dans tous les jardins. Ils ont mis une petite guinguette et tout ça. Et c'est un endroit hyper paisible. C'est vraiment à aller voir. C'est ouvert que durant les mois un peu plus été. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller... C'est une chouette petite visite. Sylvie Losberg a un livre, une BD. Oui, alors, j'ai fêté mon anniversaire et j'ai reçu cette BD d'un jeune homme qui fait partie de ma famille et ça s'appelle Peau d'homme. Et c'est une BD qui a reçu énormément de prix, la meilleure BD de 2020, donc moi je ne connaissais pas, je ne suis pas très au fait du monde de la BD, mais j'étais vraiment séduite parce que c'est à la fois une fable très plaisante, le personnage c'est un personnage féminin très pétillant et en fait on la promet à son futur mari et elle dit mais moi je ne sais pas ce que c'est un homme, je ne sais pas comment ça fonctionne et donc elle reçoit un habit et elle devient un garçon. Et en fait, ça déconstruit complètement les rôles modèles. Ça donne vraiment une réflexion qui est quand même finalement assez percutante sur la liberté de la sexualité, la liberté des femmes dans la sexualité, mais aussi de ceux qui ne correspondent pas au modèle hétérosexuel. Donc c'est vraiment formidable, je vous recommande. Peau d'homme. Peau d'homme. Alors rapidement, je vais laisser aussi nos invités dire un mot, parce qu'apparemment Marie Lecoq tenait absolument à parler de quelque chose. C'est quoi votre coup de cœur? Mais non, mais donc c'était dans les Ça m'énerve ou ça me ravit. Oui. Mais voilà, une fois que n'est pas coutume, je vais aller en plein dedans. Je vais quand même choisir Dimanche sans voiture. Oui. Pour plein de raisons. Alors évidemment, il y a celles qu'on connaît bien, parce que d'abord, ça diminue évidemment la pollution de l'air, etc. Oui. Ce sont des informations que nous avons. C'est 9000 personnes qui décèdent chaque année prématurément en Belgique pour des questions de pollution. C'est quand même, ce n'est pas juste un enjeu de s'amuser le dimanche. Il y a quand même vraiment des éléments scientifiques derrière. Mais un autre élément, c'est la question de la pollution sonore, qu'on oublie souvent. Mais à Bruxelles, c'est pourtant... le ministre Alain Marron a fait une enquête l'été passé, Préparons Bruxelles, qui montrait qu'en fait, la pollution sonore était un des premiers soucis des Bruxelloises et des Bruxellois. Et dans certains quartiers, à Oudergem, à l'entrée de l'E411 ou autour de l'E40, par exemple, entre le dimanche sans voiture et le dimanche précédent, c'est 90% de bruit en moins. 90%, c'est absolument énorme. Et plus fondamentalement... aussi. En effet. Et plus fondamentalement encore... l'importance pour moi d'avoir une journée comme ça, c'est que ça permet en fait d'ouvrir la créativité, d'ouvrir l'horizon, de se rappeler que Bruxelles est une ville pour toutes et tous où les enfants peuvent apprendre à faire du vélo et surtout une ville qui appartient cette journée-là seulement sur l'année, tant à la moitié des Bruxellois qui n'ont pas de voiture que ceux qui en ont une. David Lester, un coup de cœur pour ce week-end, quelque chose à faire, parce qu'il n'y a pas de dimanche sans voiture ce week-end. Pas encore. Les championnats du monde de vélo, mais je comprends que j'ai pas encore... Oui. Juste, alors, si j'ai le 10 secondes, moi j'ai lu un bouquin canon pendant ces vacances, qui était en fait un vieux bouquin, qui s'appelle Léon l'Africain, une Malouf, et qui raconte l'épopée fictive, j'imagine, de Léon, qui vient de Grenade, qui sont mis dehors par les catholiques. C'est au même moment où Christophe Colomb part découvrir les États-Unis, et puis il sillonne tout le nord de l'Afrique. Il arrive après à Constantinople, en passant avant par Alexandrie, et puis la fin du vieux empire égyptien. Et puis il est kidnappé, il arrive au Vatican, là il rencontre le pape, et puis il rencontre la Renaissance, parce que c'est la Renaissance à ce moment-là aussi. Et puis il finit même par le sac de Rome. Il va même avoir un pouvoir les Gaulois et tout ça. Tout ça, c'est pendant cette même période-là. D'abord, c'est une histoire passionnante, vous sortez pas du bouquin et en plus vous voyez tous vos classiques en termes d'histoire, tout ça en un livre, franchement je vous le recommande. Eh bien, Lester le Beaufortois conseille Léon l'Africain. Merci à tous. La semaine prochaine, les experts seront présentés par Jean-Christophe Peuzès. D'ici là, bon week-end à tous.